Alors, on va y aller. Alors, du coup, bon, il est évident que si vous avez les moindres questions, vous m'appelez, vous me posez des questions. S'il y a des trucs que vous avez trouvé plus clairs, vous me demandez. Est-ce que est-ce que vous avez trouvé que l'étude était dur, était facile, était normal, long? Est-ce que vous avez des remarques à faire dessus? Normal, ça allait. Bon, ça va. Donc, du coup, si vous avez trouvé normal, c'est bien. C'était le but. Je voulais pas me tomber. Pas eu le temps de finir, mais très bien. Bon. Alors, la gestion du temps en GIS, c'est vrai que c'est le plus difficile. Attends, est-ce que tu veux que j'envoie le fichier ici? Ouais, c'est bon. Moi, si tu l'as reçu. Essaye de l'ouvrir, tu me dis si tu l'as reçu. Alors, c'est vrai que oui, la gestion du temps en GIS, c'est quelque chose c'est quelque chose de compliqué. C'est le plus difficile. Je ne sais pas si vous aviez fait ma colle des maths, ma conf des maths ou quoi. Enfin, vous en rappelez peut-être pas, on s'en fout. Moi, du coup, ma manière de faire les cas en GIS, c'était que je les faisais à chaque fois en 3 fois. C'est-à-dire que, bon, évidemment, je disais tous les cas. La première, et en fait, à chaque fois, je les faisais en trois temps. C'est-à-dire que le premier temps, je répondais aux questions en donnant vraiment ce qui pour moi était, j'étais sûr à 100% que c'était coté, c'était genre, c'était vraiment les trucs où. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Vous m'entendez mal? Ah merde, ça, ça c'est pas normal par contre. Ah, attendez. Alors, les gros bruits, c'est mon chat. Je suis désolé, il est en train de faire carnage. Et sinon, je vais essayer de fixer mon micro, je reviens de suite. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, bon, tant mieux. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, il fallait juste que je devance pour voir. Oui, donc je disais, moi, mes cas, je les ai en 3 temps. C'est-à-dire que vraiment, la première fois que je répondais aux questions, c'était les trucs qui étaient, d'après moi, enfin, forcément cotés, qui valaient des points, c'était sûr 100% que ça allait rapporter des points. Par exemple, je ne sais pas, moi, dans une question d'examen complémentaire comme le cas d'aujourd'hui, 1000 bon, bah, c'était sûr que ça allait être coté, vous voyez. Donc, je mettais 1000 et 2-3 détails dessus. La deuxième fois que je passais sur ma question, j'essaie de rajouter des détails. Par exemple, par exemple, je sais pas, une définition, ou on va rechercher ça par telle technique, etc. Qu'il y a de fortes chances que ce soit coté, mais des fois ça ne l'est pas, des fois ça l'est. Donc ma deuxième vision, c'était vraiment ça. C'était des trucs que j'ai vu coter des fois et des fois ne l'étaient pas. Et mon troisième passage, c'était des trucs, des détails que j'avais vus dans une conf, par exemple, que j'ai vu coter dans un vieux cas d'il y a 20 ans et que je me dis, bon, bah là, si j'ai le temps, j'ajoute des détails. Bon, à chaque fois, je redonne ma méthode parce que bon, bah, c'était la mienne. C'est toujours bien d'avoir des méthodes différentes. Pour moi, elle a bien marché parce que le problème de la gestion du temps en GIS, c'est que si vous passez beaucoup de temps à donner plein de détails sur un truc que vous savez, c'est très bien. Sauf que s'il y a de fortes chances que les détails des détails ne soient pas cotés, et si du coup vous n'avez pas le temps de répondre à une question, vous saviez des choses, et bah là, du coup, virtuellement, vous perdez des points. En fait, vous risquez de ne pas gagner grand-chose, et par contre, vous êtes sûr d'en perdre beaucoup. Voilà. Alors, du coup, je suis désolé pour le fond, c'est mon chat qui fait carnage là. Alors, du coup, on va. Coucou le chat. Donc, du coup, on va passer à la correction. Alors, vous voulez une photo du chat? Ça va, je vous envoie ça à la fin de la cour. Pas de soucis. Putain, bon, attendez, tu m'enlèves son vieux là. Donc voilà, ouais, il est en forme. Ouais. Alors, du coup, on va passer à la correction. Alors, la question 1. Alors, du coup, je vais corriger avec vous comme ça à l'écrit, et puis après, je vous enverrai ma correction qui est toute propre, tout machin. Mais comme ça, on corrige ensemble. Il est évident, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Bon,
Alors, la question 1, déjà, on va regarder le sujet ensemble. Donc, un enfant X. Alors oui, c'est vrai que du coup, le un enfant, je suis désolé, c'était peut-être pas clair pour certains. C'est vrai que dans ma tête, c'était clair parce que c'était un enfant, parce que si c'était une fille, j'aurais écrit une enfant. Mais donc, du coup, c'est bien un garçon. Donc, un enfant de 6 ans, donc là, déjà, l'âge, il vous oriente quand même sur un certain nombre de bateaux, même pas forcément des bateaux, mais quand vous voyez déjà 6 ans, ça réduit quand même bien le nombre de bateaux qui peuvent tomber. Est amené vous entendez, je ne comprends pas ce qui se passe avec lui. Donc, il est amené à consulter en urgence car il est épuisé, il vomit, il semble confus et très pâle. L'enfant ne présente pas d'antécédents familiaux ou personnels. L'urgentiste demande un bilan. Donc là, sur le bilan, on est d'accord que ce qui doit sauter aux yeux, c'est la pancytopénie. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, anémie. La clé, est-ce qu'on l'aura plus tard dans la journée? Oui, je vous l'envoie. Oui, bien sûr. Là, je corrige avec vous, comme ça, on fait un truc ensemble et vous posez les questions au fur et à mesure. Mais il y a, il y a déjà la correction est faite. Il n'y a pas de souci, de rien. Donc, thrombopénie. Là-dessus, on est d'accord. L'autre truc qui était notable, c'est le fait que l'anémie est arégénérative. Là, on est d'accord. Donc, je refais un petit point rapide au cas où ce n'est pas clair pour certains. Les réticulocytes sont bien dans les valeurs normales, puisqu'ils sont entre 20 et 80, mais comme on a une anémie, ils devraient être fortement augmentés, donc ils sont dans les valeurs normales, mais en réalité, ils sont diminués. Donc, on a une anémie arégénérative, donc ça veut dire que la cause, elle est centrale. Donc déjà, là, ça va enlever toutes les causes périphériques, donc ça vous enlève encore un certain nombre de pathos. Est-ce qu'on peut parler de pancytopénie malgré l'hypersymphocytose? Oui, tu peux, parce qu'en fait, tu as une association de trois. Tu peux. Tu peux. Hum, Vous pouvez. En fait, vous pouvez, parce que vous avez quand même trois lignées qui sont diminuées. Donc, vous pouvez. Après, si vous préférez parler de tricytopénie, vous pouvez. Mais enfin, il y a des cas qui étaient cotés à Rungis où les blancs étaient normaux, par exemple, et dans les grilles, il y avait pancytopénie qui était. Si vous voulez être sûr, le jour J, de toute façon, vous mettez. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. Hein, vous mettez ça, en fait. Vous mettez pancytopénie, tristopénie. Vous n'allez pas avoir -1 si pancytopénie n'est pas cotée. Vous n'allez pas avoir -1 si tricytopénie n'est pas cotée. Par contre, vous ouvrez un maximum de possibilités. Moi, juste ce que je faisais. C'est comme quand vous mettez chimiothérapie, vous mettez, s'il y a 3 molécules, vous mettez tri-chimiothérapie, bi-antibiothérapie, s'il y a enfin, vous voyez ce genre de choses. Moi, je pense que c'est le plus safe. C'est bon? Si c'est bon pour vous, je continue. Ben, je te dis, j'ai déjà vu des cas où il y avait où les leucocytes étaient normaux, mais que les PNN étaient diminués avec le reste et que du coup, il parlait quand même de pancytopénie. Pour moi, si anémie, thrombopénie et neutropénie étaient tous diminués, malgré des locaux normaux, on peut parler de pancytopénie, oui. Si c'est bon pour vous, on continue. Et donc, du coup, donc là, la suite. Donc, la thrombopénie, je vous ai mis qu'elle a été confirmée parce que ça fait partie des trucs, des réflexes qu'il faut tout le temps avoir devant une thrombopénie, qu'elle soit isolée ou pas. Il faut toujours penser à une thrombopénie factice. Donc là, je vous ai dit que la thrombopénie, elle avait été confirmée. Bon, en vrai, pour ce cas, on s'en fout. Et surtout, ce qui doit vous sauter aux yeux et qui va en vrai, quand vous voyez ça, bah, ça vous donne le diagnostic, hein. C'est présence de cellules immatures, blast à 23%. Bon, ça, j'imagine, j'espère que quand vous avez vu blast, ça vous a sauté aux yeux que c'était une leucémie aiguë. Voilà, là-dessus. La question 1, c'est la question vraiment classico-classique sur laquelle il ne faut pas trop se poser de questions. Est-ce que vous avez des questions du coup sur la question 1, en dehors de ça,
Alors, il fallait calculer le TCMH. Alors, oui, voilà, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai vu qu'on m'avait demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas l'hématocrite. En fait, c'est volontaire. Je n'ai pas mis l'hématocrite parce que, comment dire, j'aurais très bien pu vous la mettre, mais en fait, dans un cas de leucémie aiguë, les constantes érythrocytaires et l'hématocrite ne renseignent pas sur grand-chose. En fait, je ne voulais pas vous embêter. Je ne voulais pas que vous perdiez du temps à calculer les constantes. Dans un cas arrangis, alors après, attention, hein, dans un cas arrangis, s'il y a un cas de leucémie aiguë qui tombe, s'il y a un cas de n'importe quoi qui tombe et que vous pouvez calculer les constantes érythrocytaires, vous le faites. Mais là, je me suis dit que bon, il y avait quand même déjà pas mal de trucs. En fait, je voulais pas vous embêter avec le calcul des constantes. Donc, du coup, est-ce qu'il fallait calculer le TCMH? Là, non. Si tu l'as calculé, c'est pas faux. Mais justement, j'ai volontairement pas mis les mathématiques pour pas vous embêter. Tu peux avoir toutes les présentations. En vrai, tu peux avoir toutes les présentations. Et c'est aussi pour ça que je voulais pas vous embêter avec les constantes érythrocytaires, parce qu'en fait, quand tu commences à rentrer dans le détail des différentes présentations, qu'elles soient à la fois biologiques ou cliniques des leucémies aiguës, en fait, tu te rends compte que tout peut exister. Tu peux avoir des macrocytoses, tu peux avoir des microcytoses. Est-ce qu'il fallait mettre toutes les valeurs normales? C'est-à-dire, oui, je suis facile de comprendre ta question, mais j'aurais tendance à dire oui. Si ta question, c'est est-ce qu'il fallait donner toutes les valeurs normales de toutes les constantes, ben, genre globule rouge entre 130 et 160. Alors, je suppose que tu veux dire l'hémoglobine. Euh, je pense. D'ailleurs, c'est 130, 170 plutôt. Pour un garçon, oui, 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 bien sûr. Quand tu as un cas, tu donnes, que ce soit normal, limite fat, oui, bien sûr. Tu donnes tout le temps toutes les valeurs de normal. Du coup, un point sur la clinique aussi. Alors là, du coup, la clinique que je vous ai fait pour l'enfant, on en parlera, bon, si on va en parler question 2, mais la présentation clinique d'une leucémie aiguë, elle est ultra variable. Alors là, j'ai essayé de faire un truc qui était relativement simple, on va dire. Donc, il était fatigué. Bon, rien de vraiment fou. Parce que, en fait, le problème, c'est que si on rajoute des trucs, après, ça peut aussi orienter dans un du mauvais côté. Mais on peut avoir plein de présentations cliniques. Les plus classiques, ça va être les présentations cliniques de l'insuffisance médulaire. Donc, on va avoir le syndrome anémique, on va avoir un syndrome infectieux et on va avoir un syndrome hémorragique, encore une fois, qui peuvent apparaître, mais c'est jamais constant. Mais alors aussi, du coup, on peut avoir tout ce qui est douleur osseuse et des atteintes neurologiques. Alors là, les atteintes neurologiques, je vous les ai mises quand même. On en parlera un petit peu plus tard dans le cas. Ça fait partie des trucs. J'espère que ça vous a pas orienté vers une méningite, parce que bon, ça aurait pu vite fait, mais enfin bon, oui, voilà, c'est ça, c'est une méningite blastique. Mais j'espère que ça vous a pas orienté vers une méningite infectieuse quand même, hein, avec les blasts, la pancytopénie. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'espère que j'espère que ça va pas faire ça. Ce serait un peu dommage. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est une méningite blastique. Alors, je vous l'ai mise parce que du coup, comme ça, c'est une complication, c'est une forme grave. On peut mettre syndrome méningé. Oui, je pense que tu peux mettre syndrome méningé. Après, à pondérer quand même, parce que tu vas avoir ce qui est vomissement, confusion pour les syndromes méningés. Mais le problème des syndromes, c'est que c'est des entités qui sont assez strictement définies par l'association de plein de signes cliniques. Et comme là, tu n'as pas photo et phonophobie qui font partie quand même du syndrome méningé et que les vomissements sont quand même assez caractéristiques puisqu'ils sont en G, dans un syndrome méningé, je pense pas que ce soit faux. Après, je pense pas que ce soit pertinent de le mettre non plus. Voilà. Je pensais à une confusion, à une déshydratation, au vomissement, perso, mais j'aime bien. Alors, oui, ça pourrait, mais là, dans un cas de LA, il faut d'abord penser à une dissémination dans le LCR. Oui, j'ai mis quand même vite fait, mais j'ai pas développé. C'est de l'envieillissement ménager. Oui, oui, c'est exactement ça. Mais du coup, on en parlera un petit peu après, parce que dans le traitement, on en parle. Donc, on va passer à la question 2. Est-ce que, enfin, sauf si vous avez encore des questions en amont. Si vous avez des questions de manière générale sur le cas ou sur la question 1. Bon, du coup, j'enquille, mais alors je me lance un peu sur la deuxième question. L'hyperlymphocytose perturbée,
Et là, sur une LLC en phase accélérée et blastique, est-ce que c'est totalement faux comme hypothèse? J'ai quand même beaucoup hésité au vu du nombre de blasts. Alors oui, c'est relativement faux pour plusieurs raisons. Déjà, la LLC, comme son nom l'indique, c'est une pathologie chronique, donc chez les enfants, c'est quand même extrêmement rare. L'hyperlymphocytose, j'hésitais à vous la mettre, j'hésitais à mettre un peu plus bas. Je vous l'ai mis parce qu'en fait, il y a des cas où ça, enfin, en fait, j'ai un petit peu cherché parce que ça m'a un peu perturbé aussi. En fait, c'est pareil, il y a un petit peu toutes les présentations cliniques, c'est-à-dire que moi, j'avais appris que c'était normal ou diminué, mais j'ai vu des cas où c'était légèrement augmenté quand même, les lymphocytes. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai mis ça. Surtout quand tu as des blasts, chez un enfant, ça t'aurait sur. Enfin, là, tu avais lymphocyte, cytopénie, blast, enfant. Euh, c'était une LA. Hein, pour le coup, oui, LLC, c'était un petit peu à côté. De rien. Alors, du coup, quelle est votre hypothèse diagnostique? Donc, du coup, hypothèse. Mais donc, c'était une LAL. Alors, du coup, c'est une leucémie aiguë, lymphoïde ou lymphoblastique, il y a les deux termes. D'ailleurs, je m'arrête tout de suite là-dessus. On ne va jamais vous demander, donc là, en l'état du cas, vous ne pouvez pas savoir si c'est du B, du T, etc. Ça, vous ne pouvez pas savoir. Et surtout, ne vous embêtez pas à connaître les différentes classifications avec les différentes sous-catégories du truc. Ça, on ne vous demandera jamais de le connaître. Apprenez vite fait les pourcentages de fréquences chez l'adulte, chez l'enfant et les pourcentages de fréquences T, B et NK. Et c'est largement suffisant. Hein. On vous demandera jamais de. J'ai écrit lymphoïde de lymphoblastique, c'est quand même bon. Ouais, moi j'écris tout le temps lymphoïde. Alors je pense qu'en vrai, si on veut être strict, c'est lymphoblastique, mais je ne vais pas. Enfin, moi j'ai écrit lymphoïde même dans la correction. Oui, oui, oui. C'est bon. Dans le doute, mets-le si tu as le temps de mettre les deux si tu y penses, mais pour moi c'est bon. Je ne pense pas que ce soit faux. Donc, là, donc, leucémie, lymphoblastique. Vous savez qu'il faut toujours donner une petite définition des pathologies quand on donne notre hypothèse. Alors ça, c'est toujours pareil. Il y en a qui détaillent énormément, il y en a qui détaillent très peu. Moi, je pense qu'il faut toujours donner une petite définition qui est concise. Donc, moi, celle que j'ai donnée, voilà, alors ça, oui, on est bien d'accord. C'est des trucs qu'il ne faut pas oublier. C'est hémopathie maligne, très bien. Moi, j'essayais toujours aussi de rajouter, parce que c'est qu'on ne pense pas forcément, mais si c'est aigu, si c'est chronique, si c'est acquis, si c'est congénital, parce que ça fait partie des définitions. Donc moi, ce que j'ai mis dans ma correction, c'est hémopathie maligne acquise. Les cellules qui sont bloquées au stade précoce, oui, ce sont les blastes. Alors, caractérisées par l'expansion dans la moelle osseuse de précurseurs bloqués à un stade précoce de leur maturation, oui, c'est exactement ça. Alors, quand vous dites prolifération, essayez, je pense qu'il y a un mot-clé qui manque. Je vous laisse 2 secondes pour essayer de le trouver. Donc, c'est bien un clone lymphoïde. Ouais, voilà, c'est monoclonal. Oui, c'est exact. C'est une prolifération monoclonale. C'est ça qui est important, hein, parce que ça signe quand même le caractère malin et muté du truc. Quoi. Là, est-ce qu'on peut parler d'emblée de dire lymphoblastique? Il ne faut pas qu'on ait le myélogramme avec les tests à la myélopsyroxydase négative. Alors, si tu veux être rigoureuse, oui, bien sûr, tu peux conclure à rien, puisqu'en biologie, tout existe. Sauf que là, c'est toujours pareil. À Rungis, on va te demander d'aller au plus simple. Il y a plein de cas hein, où tu vas être devant le cas et tu vas te dire, ah oui, mais ça pourrait être deux trucs. Sauf que là, d'un côté, il y a 99% de chances que ce soit une LAL, et de l'autre, il y a 1% de chances que ce soit une lame chelou, bizarre chez un enfant jeune. Alors oui, tu peux, mais c'est pour moi les hypothèses. Des fois, tu es sûr de toi, il n'y a que ça, et puis des fois, c'est pas le cas, et il faut aller au plus probable. Donc là, en l'occurrence, le plus probable, c'était une LAL. Donc oui, tu peux donner, oui, et puis comme tu dis, comme elle dit Laure, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Donc c'est une prolifération monoclonale. Donc deux cellules, donc c'est très bien ce que vous avez dit, deux cellules, je reprends ce que vous avez dit exactement. Tac, tac, tac. Donc deux cellules bloquées à un stade précoce de leur maturation. Donc là, il faut toujours, là, cette phrase-là est très bien, mais il faut toujours raisonner en mots-clés. C'est au stade de blast.
Du coup, c'est quand même ça qui stimule le diagnostic. Donc, vous avez des blastes. C'est ça, hein. Donc, prolifération monoclonale de cellules de Canton 1, des blastes. Moi, je rajouterais que c'est dû à une mutation. Alors, du coup, je vais reprendre ma phrase comme je peux, mais moi, je dis que c'était un clone lymphoïde muté malin, parce que c'est muté et c'est malin. Donc blast, clone, lymphoïde et malin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour cette définition? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez rajouter? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas? Dites-moi. Est-ce qu'on peut mettre hiatus de maturation? Oui. Oui, tu peux. Après, pour moi, ça, c'est évidemment pas faux. Mais pour moi, en fait, ça va plus relever de l'examen, donc en l'occurrence, enfin, des examens. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends de voir dans ton examen? Envahissement médulaire et méningite. Non, alors là, par contre, pour moi, là, ce serait un petit peu, encore une fois, c'est pas faux, mais pour moi, ce serait une perte de temps dans le sens où ça ne fait pas partie de la définition de la physiopathologie. C'est là, en l'occurrence, c'est que chez cet enfant, c'est arrivé, donc c'est entre guillemets presque une complication, ça n'arrive pas chez tout le monde. Donc pour moi, là, ce serait une perte de temps de le dire. Je pensais que c'est une prolifération médulaire avec une insuffisance médulaire. Oui, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on peut rajouter qu'il y a une insuffisance médulaire. Ah, où est-ce que tu donc, prolifération monoclonale, ben, on peut très bien dire sanguine et médulaire, du coup. Voilà, et tu peux très bien, oui, tu peux rajouter, par exemple, je sais pas trop comment, après, donc, la personne ne sait pas si on s'en fout, c'est en moquer pour une insuffisance médulaire. C'est vrai qu'on peut le rajouter. Oui. Dans les arguments, oui, oui, là, t'inquiète pas, on n'y est pas encore. Pour les arguments, on n'y est pas encore, on y arrive. Quand on demande juste l'hypothèse diagnostique, oui, oui, il faut impérativement la détailler. Alors la détailler, comme je disais, plus ou moins, parce qu'après tu peux aller très très loin dans le détail, c'est pas non plus une question de donner la physiopathologie, mais oui, toujours donner une définition physiopathologique, peut-être ça fait comme ça, de en gros, qu'est-ce que c'est quoi ce truc, quoi. Bon, ben là, je pense que prolifération monoclonale, c'est un plus. De blast, moi, je pense que c'est important de dire que ce sont des cellules qui sont bloquées à un stade de leur maturation, parce que c'est une définition du blast. Je pense que c'est le moindre des trucs. Et où est-ce que je l'ai mise? C'est une hémopathie maligne. Ça, par contre, aussi, c'est un mot-clé plus. Hémopathie maligne. Ça, je pense que c'est un mot-clé plus aussi. Voilà. Donc, alors, je vais. Oula, attends. Tac, tac, tac. Diminution de 3 paramètres de l'hémogramme. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, parce que j'ai pris hématocèle. Enfin, j'aime bien, pour le coup, hématocèle, c'est une des sources que je prends le plus souvent. Donc, je suis d'accord que c'est ce que j'avais en tête aussi quand je passais, moi, le concours. Mais comme je vous dis, j'ai déjà vu des grilles de correction où ça collait pas à ça. C'est pour ça que j'ai fait cette présentation-là. Mais si vous préférez retenir ce qui a écrit sur hématocèle et qu'on garde cytopénie, moi, ça me va aussi, hein. C'est juste, je vous ai dit, moi, honnêtement, là, demain, je repasse au concours, je mettrai les deux. Parce que des fois, c'est pas clair. Non, pas forcément, parce qu'en fait, ton envahissement médulaire, c'est pas parce que tu as un envahissement. Ok, parce que je vais merci, rien. Non, ça n'oriente pas vers une lame, en fait, parce que, en fait, si tu veux, la cytopénie, elle n'est pas spécialement due au fait que c'est un clone myéloïde. C'est dû à ça, mais c'est surtout dû à l'envahissement médulaire qui bloque, en fait, la synthèse de précurseurs. Donc, si tu as un envahissement médulaire par des blastes lymphoïdes, ça va quand même bloquer ta synthèse. Donc, le fait qu'il y ait une neutropénie, ça n'oriente pas vers une lame. Dans un cas de leucémie aiguë, ce qui va te permettre de faire la différence entre une lame et une lale, en vrai, c'est tout bête, mais c'est l'âge. Enfin, vite fait la présentation clinique aussi sur certains points, mais c'est majoritairement l'âge. Parce qu'en fait, à Rungis, même si des fois ils sont pas très clairs les cas, ils restent stéréotypés, c'est-à-dire qu'on va jamais vous faire tomber une lame chez un enfant de 6 ans, parce qu'on sait très bien que c'est une pathologie du sujet âgé, en fait, et que s'ils vous font tomber une lame
si j'ai un sujet jeune, personne va trouver ça. C'est encore une fois, en fait, il faut vraiment que, quand je faisais mes cas, moi, c'est ce que je faisais, c'est je prenais mes grands trucs, les adénopathies entre l'âle et l'âme aussi. Oui, oui, tu as des adénopathies dans les LAL que de manière générale, tu ne retrouves quasiment jamais dans les LAM. Mais pareil, hein, si on veut aller après dans le détail, tu peux très bien avoir des lames avec des adénopathies. C'est juste que ben, tu en as 90% dans les LAL, quoi. Mais euh, alors attendez, là, tac, 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 j'ai une question pour un. L'anémie est modérée ou sévère ici. Alors je ne sais même plus combien elle était. Tac, 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 j'ai même plus. Elle est à 80, elle est modérée ici, l'anémie. Et la thrombopénie, elle est sévère. Oui, la thrombopénie, elle est sévère. Mais ça, pareil, hein, nos profs, enfin nous à Marseille, ils sont pas tous d'accord sur le fait que caractériser une cytopénie, ça vaut des points. Il y en a qui nous disent que oui, il y en a qui nous disent que non. Donc, moi, j'avoue, comment dire, moi j'avais appris. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est ça le problème. En fait, le problème, il est là, c'est parce que les seuils, en fonction des sources, ils vont varier. C'est pour ça que nous, nos profs, ils nous disent de pas forcément nous embêter avec ça, parce qu'il y en a qui vont vous dire que c'est en dessous de 80, il y en a qui vont vous dire en dessous de 100. En fait, vous voyez avec vos profs ce qu'eux pensent qui est juste, parce que moi, je sais que les sources que j'avais, et même des fois de mes profs, ils disaient pas la même chose. Donc, à la limite, demandez directement à vos profs ce qu'eux considèrent, si vous avez des profs qui sont au CNCI, euh, demandez-leur ce que eux considéreraient comme sévère ou pas sévère, parce que qu'en fait, je vous dis, selon les sources, ça va varier. Et du coup, comme il y a un pratique, de rien. Comme il avait précisé que Fauti s'était confirmé, on pouvait écrire ton mot pénis vrai. Oui, oui, tu pouvais écrire ton mot pénis vrai. Oui, oui. Je pense pas qu'écrire ton mot pénis toute seule soit faux. Enfin, je pense que ce qui était coté, c'était surtout thrombopénie, c'était pas forcément thrombopénie vrai. Alors, du coup, argument, alors moi, je sais pas comment vous faites. Moi, je le faisais, il y en a qui font le 4PD, là, avec tout qui est bien détaillé les uns après les autres. Moi, je trouvais que c'était compliqué pour pas grand-chose. Donc, argument épidémiologique. On est d'accord que le truc qui devait vous sauter aux yeux là, c'était le fait que c'était un enfant jeune. Exactement, enfant. Donc, enfant jeune, 6 ans. Ça, c'était même le seul argument en fait pertinent du truc, parce que après on vous dit qu'il n'y avait pas d'antécédent. Bon, ça c'est plus pour pas enlever de potentielles hypothèses si on allait chercher très loin. Là, c'est juste voilà. Bon, c'est un enfant, pathologie de l'enfant. Déjà, ça arrive bien. Moi, dans les arguments épidémiologiques, j'ai rien mis d'autre. Je ne sais pas si vous avez mis autre chose. Enfin, on peut mettre absence d'antécédent. Donc ensuite, les arguments cliniques. On y arrive. Donc là, la clinique, on avait, du coup, qu'est-ce que vous auriez mis, vous, toujours pareil, en raisonnant en mots-clés, qu'est-ce que vous avez mis dans les arguments cliniques? On doit préciser que c'est le premier cancer infantile. C'est pertinent de le mettre. Ça peut être pertinent de le mettre. Alors voilà, c'est ça, c'est syndrome anémique. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas tout dans un syndrome, par exemple, si, je sais pas, je n'ai pas d'exemple précis là où on s'en fout, c'est dans un syndrome, si vous avez 4 trucs qui le définissent, mais que vous en avez 3, vous pouvez quand même parler du syndrome. Alors, oui, alors je vois des trucs très bien, neuro, AEG, etc. Donc, syndrome anémique. Donc, la pâleur, fatigue, asthénie. J'étais pas sûr que ça marchait sans bio. J'ai mis syndrome anémique clinique, j'ai pas sûr que ça marchait sans bio. Je t'avoue que je m'embêtais pas spécialement à faire la distinction entre les deux, hein. Je mettais syndrome anémique, on va rajouter le dernier, même s'il n'était pas dans le cas, hein. Donc, signe neurologique. Signe neurologique. En effet, donc atteinte méningée. Là, vous pouvez rajouter en lien avec la dissémination. Pâleur, ça suffit, vous faites pâleur cutanéo-muqueuse. Soyons rigoureux, mettons plus. Cutanéo-muqueuse.
Dans ma grille, j'ai juste côté pâleur, mais en soi, si tu veux être rigoureuse, et c'est mieux de l'être, pâleur cutanée ou muqueuse, c'est mieux. Euh, tac, tac, tac. Donc, dissémination méningée. Donc, dissémination. Donc là, du coup, vous allez avoir les vomissements et la confusion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? On peut dire qu'on écarte le diagnostic de méningite en diagnostic différentiel, oui. Oui, 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 tu peux. De manière générale, du moment où c'est pas faux, c'est toujours pertinent de le mettre. Après, encore une fois, c'est la difficulté de Rungis, c'est que ça a beau être juste, si c'est pas coté, c'est une perte de temps et donc indirectement de points. Donc là, tu vois, moi, les diagnostics différentiels, à moins qu'il y ait des diagnostics différentiels qui sont vraiment évidents, je sais pas, moi, par exemple, une leucémie aiguë avec une leishmaniose chez un enfant. Par exemple, vous avez un enfant qui a une leishmaniose et qui du coup, ça fait que tu as un diagnostic différentiel de leucémie aiguë. Là, tu le mets forcément parce que je pense que ce sera forcément coté. Après, là, en l'occurrence, méningite, bon, tu vois, c'est pas forcément. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Ok. Argument bio. Il y a un display ici. Non, 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 il n'y a pas de display. C'est pour ça que j'ai rajouté plus ou moins, mais je. Alors, si tu veux, je le mets en gris. Non, non, c'est juste parce que c'est le tableau anémique classique, mais argument bio. Donc, argument biologique. Donc là, vous mettez tricyclopénie, du coup, comme ça on est d'accord, slash tricyclopénie. En gros, vous faites un récap de ce que vous avez mis à la question 1. Donc, tricyclopénie, la blastose, oui, c'est très bien. Alors, là, vous verrez rajouter, par exemple, témoin de l'insuffisance médulaire. Je ne sais pas si ce serait peut-être pas coté, mais disons que ça met un minimum de contexte, parce que même si on raisonne en mots-clés, s'ils sortent de nulle part, c'est pas. Voilà, il faut mettre un minimum de contexte. Oui, l'hyperlymphocytose, donc quand même détaillé. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, érythropénie aussi. Oui, oui, de toute façon, à partir du moment où elle y est, on peut la noter. Érythropénie, il y a quelque chose d'assez. Là, il nous manque un mot-clé, je pense, par contre. Oui, exactement. C'est une anémie arégénérative. Arégénérative. Pour la bio, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des questions? Reste supérieur à 20%. Oui. Moi, c'est vrai que ça, je l'ai mis dans les examens complémentaires parce que c'est quoi le taux normal de blast? Euh, c'est quoi le taux normal de blast? Inexistant, en fait, hein, si tu veux. Mais oui, inférieur à 2, inférieur à 5. Je sais que nous, à l'hôpital, c'est inférieur à 2. Donc, bon, de rien. Myélémie égale blastose. Non. Alors non, attention. La myélémie, ça va être le passage dans le sang de tout un tas de précurseurs myéloïdes. Mais c'est pas forcément des blastes. Tu peux avoir un peu de blast, mais tu vas avoir tout un tas d'autres précurseurs, hein. La blastose, c'est juste des blasts. Faut pas confondre, hein. Myélémie, c'est la LMC. J'ai mis en diagnostic le syndrome de mononucléosite, mais non probable car blastose. Oh, de rien. La blastose, elle se mesure dans la moelle, non pour les taux. Oui, exactement. C'est pour ça que c'est nécessaire. C'est pour ça que. Alors, c'est vrai
me suis arrêté au milieu de ma phrase, pardon. C'est pour ça que moi, le 20 supérieur à 20%, je ne l'ai pas forcément mis ici. En soi, c'est pas faux de le mettre, mais je ne l'avais pas mis ici, moi, dans ma correction. Je l'avais mis dans les examens complémentaires parce qu'en fait, le diagnostic d'une leucémie aiguë de certitude, voilà, il se pose sur le myélogramme avec une blastose médulaire supérieure à 20%. C'est pas sur une blastose sanguine. Donc, du coup, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et du coup, pour le diagnostic différentiel de syndrome mononucléosique, oui, c'était quand même très peu probable, d'autant plus que oui, non, c'était quand même très peu probable. Donc, diagnostic. Je ne sais même plus ce qu'on avait dit. Donc, méningite, du coup, méningite infectieuse. Blast, donc, qui n'oriente pas. Enfin, moi, voilà, on s'en fout, je ne vais pas forcément détailler. Donc, méningite infectieuse. Vous aviez pensé à quoi d'autre, du coup, en diagnostic différentiel? Syndrome myélodysplasique. Oui, tu peux penser à un syndrome myélodysplasique. Le problème, c'est que les blastes orientent vers une leucémie aiguë quand même. Hein. On peut l'écrire. Oh oui, voilà, non, voilà, on est d'accord. Du coup, clairement, c'est avec la lame. Parce que bon, même si l'âge n'oriente pas, on est d'accord que le vrai problème diagnostique de leucémie aiguë, c'est de savoir si elle est M ou L, clairement. Donc, l'âme, donc âge du patient, n'oriente pas. Et à confirmer avec des examens complémentaires. On peut mettre le syndrome myélodysplasique si tu veux, mais pour moi, c'est quand même un petit peu. C'est quand même très limite parce que avoir des cytopénies comme ça avec des blasts chez un enfant, sachant que le syndrome myélodysplasique, encore une fois, c'est pas une pathologie qu'on retrouve surtout chez les enfants, c'est surtout chez les sujets âgés. Avec présence de blast, c'est vraiment, si tu suspectes un cas super chelou et super atypique, mais il fallait vraiment pas partir là-dessus. Hein. Est-ce que vous avez des questions là-dessus sur la question 2? Est-ce que vous avez des choses que vous avez rajoutées, que j'ai pas mises? Bon, alors si vous n'avez plus de questions, si vous n'avez pas de questions, question 3. Alors, question 3, c'est la grosse question des leucémies aiguës. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce que, donc vous, là, on vous pose une question d'examen complémentaire. Quels sont les examens nécessaires pour poser votre diagnostic? Dans un cas de leucémie aiguë, qu'est-ce qui doit vous sauter aux yeux? Il n'y a pas d'hyperéosinophilie. Ou alors je me suis planté dans mes valeurs normales, mais c'est une hyperéosinophilie, c'est ma faute et je ne voulais pas en mettre. Le myélogramme, oui, voilà, on est d'accord, hein, ça c'est le myélogramme plus. Donc, on est d'accord qu'il est indispensable. Ça, on est tous d'accord dessus. Moi, j'aimais bien rajouter diagnostic de certitude, parce que c'est le cas, c'est ce qui vous permet de poser votre diagnostic de certitude. Exactement, donc recherche. Alors, nous, à Marseille, on nous a toujours dit, je ne sais pas si c'est coté ou pas, toujours rajouter une petite phrase sur ce que c'est le myélogramme. Nous, c'était analyse cytologique, quantitative et qualitative de la moelle osseuse. Donc, je vous l'écris. Voilà, nous c'est un truc, nos profs nous disaient, écrivez-le à chaque fois, ça vous prend 2 secondes et si c'est coté, on est content. Vous savez, c'est un petit peu comme les trucs du style le poste veineux périphérique, etc. On ne sait pas trop si ça sert, mais dans le cas où ça sert, on est content de le mettre et de toute façon, tout le monde le met. Donc, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que vous m'avez dit ensuite? Les blastes, donc, évidemment, recherche de la blastose médulaire. Blastose médulaire. Alors, 20%. Là-dessus, on est d'accord. Donc, je vois de la moelle riche, c'est le chromatine fine, cytoplasme, pas de granulation, cytogénétique. Ouais, alors ça aussi, c'est vrai. Bon, alors, j'y arrive après. J'ai détaillé cytologie cytochimique, biomol, immunophénotypage, c'est utile.
C'est-à-dire, tu as détaillé à quel niveau? C'est-à-dire, tu as détaillé au sein de la cytologie ce que tu faisais, ce que tu vas chercher? Je me permets de mettre le micro, ce sera Ouais, peut-être vas-y. plus simple. Ce sera plus Pour simple. m'expliquer, en gros, j'ai mis la cytologie, la blastose au-dessus de 20%, cytochimie, la différenciation avec les myeloperoxydases, des estérases, immunophénocytage pour l'ALT ou l'ALB et qu'est-ce qu'on attend, ce Oui, genre de carrément. choses en fait. Ah oui, carrément. Alors moi, c'est vrai que ça, je l'ai mis après, parce que j'aimais bien, moi, tout bien différencier mes examens, mais t'inquiète, on y arrive. Oui, donc bien sûr. Oui, oui, non, bien sûr. Pas de souci. Tu as bien fait. Et ça prend masse de temps, du coup. Oui, du coup, ça prend masse de temps. C'est pour ça que c'est la grosse question du cas, quoi. Moi, c'était le truc qui à chaque fois, c'est intéressant, c'est cool parce que tu as plein de choses à dire et quand tu le sais, tu es content. Mais du coup, les examens complémentaires du leucémie aiguë, c'est long, hein. Donc, oui, oui, il fallait le mettre. Alors, du coup, recherche de la blastose médulaire. Moi, j'ai rajouté, en gros, analyse, j'ai mis exploration, analyse, on s'en fout, de la richesse médulaire et morphologie et aussi la morphologie des cellules. Parce que c'est pour différencier l'ALT, l'ALB de l'AMI. Oui, en fait, l'immunophénotypage, mais on y arrive juste après, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a toute une partie sur l'immunophénotypage. Oui, c'est exactement pour ça. Donc, sur le mélogramme, moi, c'est tout ce que j'ai mis. Et du coup, vu qu'on va y passer. Donc, l'immunophénotypage, je vais y arriver, lymphocytaire. Alors, lui, c'est pareil. Moi, j'ai mis un plus, plus, plus. Celui-là, il vaut des points. Pareil, j'ai mis qu'il était indispensable. Toujours ne jamais oublier la technique par laquelle on réalise un examen, surtout dans ce genre de cas. Exclusion de la lame 3 avec les corps d'Auer au myelogramme. Oui, l'absence de, oui, exactement, ça c'est oui, l'absence de corps d'Auer, c'est vrai que ça n'oriente pas vers une lame 3. Après, bon, après les autres sont pas au programme, mais on va dire qu'en pratique, bon, je sais que t'as pas une lame 3, mais il y a d'autres marqueurs, la myélopyroxydase notamment, qui sont plus spécifiques pour virer ta lame, quoi. Donc, il est indispensable parce que de flux, très bien. Donc, ça, c'est important. Alors, du coup, moi, ce que j'ai marqué, c'est identifier la sous-population lymphocytaire. Et, et ONK. Ça démontre la monoclonalité. Parce que ça aussi, c'est important. Vous allez avoir le même profil immunologique qui va être en surreprésentation. Donc, ça démontre la monoclonalité. Donc, ça démontre le côté malin. Ça, vous allez. Ah, le chat. Désolé, intervention du chat. Donc, ça démontre la monoclonalité. Quand vous parlez d'immunophénotypage lymphocytaire, enfin, du coup, c'est très bien, hein, là, ce que tu as dit, Aya. Toujours donner des exemples de ce qu'on recherche. Alors, là, en l'occurrence, les lités, moi, je vous ai mis 2, 3, 2, 7. Alors, je vais donner 3, 2, c'est des 7. Pour les lymphocytes B, c'est des 19 et c'est des 22. Pour moi, c'est les plus importants, les plus connus. Le CD20, oui, bien sûr. Alors, attendez, CD20, CD22. De toute façon, il y en a une flopée, hein, donc si vous voulez tous les apprendre, je sais que vous avez tous appris. Euh, Franchement, après, j'avais regretté d'avoir tout appris parce que c'était long. Ça m'avait pas spécialement servi. Mais enfin. Et donc, surtout, ce qui est intéressant là, c'est. Alors, du coup, on va remonter ici. Euh, on va remonter dans le myélogramme. Parce que ça, du coup, moi, dans ma tête, c'était en deux fois. Mais... Donc, la myélopéroxydase et les estérases sont négatives. Négatives. Et donc, ça, du coup, élimine une lame. Alors, sur ce qui va être recherche d'enzymes, recherche de CD, immunophénotypage, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Sur les bilans d'extension, oui, je suis d'accord avec toi, ça arrive après. Je les mets à la fin parce que voilà. Alors, je regarde ma correction quand même. Euh,
Est-ce que j'ai pas oublié un truc? C'est pas MPO+, si l'âme. Si. Et là, du coup, on s'attend à ce qu'elle soit négative. L'amyloperoxydase et les estérases seront négatives. Est-ce que tu aurais détaillé MPO, estérase ou c'est trop long et inutile? Pour moi, ça, tu le fais. Tu vois, typiquement, c'est quand j'expliquais tout à l'heure, je disais, moi, je le faisais en 3 fois. Ça, moi, je l'aurais fait dans ma troisième vision. Dans ma troisième truc, en mode, bon, j'ai fini tous mes cas, je veux rajouter des détails, mais il y a très peu de chances que ce soit coté si on ne te le demande pas de manière explicite. Et estérase, c'est négatif, silal ou positif? C'est négatif. C'est dans une leucémie du lymphoïde, les estérases et la myéloperoxydase sont toutes les deux négatives, parce que ce sont des marqueurs myéloïdes. Ça élimine pas une lame, mais ça l'affirme pas plutôt pour la MPO estérase. Disons que dans un cas où en fait, si tu as une suspicion de LAL, le fait d'avoir des MPO et des estérase qui sont négatives, t'oriente quand même encore plus sur le fait, évidemment, sur le fait que c'est pas une LAM. Évidemment, en biologie, tout existe, tout est possible. Tu pourrais très bien avoir une LAM avec une MPO, estérase négative, je suppose que ça doit exister. Mais encore une fois, il ne faut pas tirer dans les coins. Pour un giste, MPO, estérase négative, c'est pas une lame. Voilà. Pour moi, c'est ça. On nous demande quand même, on n'a pas l'impression, mais on nous demande des bases et je pense que c'est un niveau de détail qu'on ne nous demandera jamais si ça existe, que je ne suis même pas sûr que ce genre de présentation existe de toute façon. Donc, l'immunophénotypage lymphocytaire, ça n'élimine pas. D'accord. Écoute, alors regarde ce que tes profs te disent. Ils sont forcément plus calés que moi. Garde ce que tes profs te disent. Nous, c'est pas ce qu'on nous disait. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais écoute, pour le coup, il vaut toujours mieux écouter ses profs que ses tuteurs, hein, qui sont plus calés que nous. En fait, si tu veux, quand tu vas mettre en évidence que ta surpopulation, c'est une surpopulation lymphocytaire T ou B, ça te différencie une LAL d'une lame, forcément. Si on te dit que tu as trop de LAL-T, bon, voilà. Alors, j'ai raté une question. Il n'y a pas la cytogénétique. Si, on y arrive. La cytogénétique arrive après. Si la blastose sanguine est supérieure à 20%, la blastose biliaire sera forcément supérieure, non, pour le diagnostic de certitude. Oui, en vrai, on s'en fout, en fait. Hein. Tout ce que tu veux savoir, c'est est-ce que la blastose médulaire elle est supérieure à 20%? Oui, c'est une leucémie aiguë. Et en plus, j'ai envie de te dire pas forcément, parce qu'imaginons tu as une blastose médulaire à 20%, enfin à 25%, mais que ça passe dans le sang et que c'est moins éliminé, ça peut quand même être, c'est des pourcentages, donc en fait, ça peut quand même être à 30% dans le sang, mais à 25% dans la moelle, puisque l'élimination, en vrai, on s'en fout. T'embête pas avec ça. Blastose médulaire, supérieure à 20%, ça pose un diode. C'est tout ce qu'on te demandera. Il ne faut vraiment pas s'embêter avec ce genre de détails. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Est-ce qu'on passe à la suite? Alors, la cytogénétique. Bon, alors, si vous voulez, on fait de la cytogénétique. Alors, les examens, c'est karyotypage médulaire. Fiche. SNP arrêt, CNG arrêt. Pareil, là, on ne va pas vous demander de détailler comment ça marche, on ne va pas vous demander d'expliquer comment c'est. Dans l'idéal, quand vous mettez des acronymes comme ça, toujours les détailler dans rapprochement, je pense que pour fiche SNPRE, etc., on ne va pas vous emmerder sur vous demander de faire des détails. J'espère que c'est pas demandé. Pour vous, ce serait quand même vraiment poussé. Fiche interphasique, carrière, métaphasique. Oui, tu peux le préciser. Je pense que c'est un niveau de détail qu'on nous. Je ne pense pas que ce soit forcément de côté, mais après, tu peux préciser que le cariotype se fait en métaphase. Tu peux. Tu peux en soi, c'est pas faux. Donc, on est d'accord que ça a un intérêt diag et pronostic, puisque évidemment, en fonction de l'anomalie retrouvée, ça va conditionner la prise en charge et l'évolution de la maladie. Donc, pronostic plus.
Donc, en fait, ça met en évidence quoi, du coup, ça, la cytogénétique? Oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est les anomalies chromosomiques, les mutations, en fait, hein. Donc, anomalies chromosomiques, 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 il va écrire, mutations, anomalies cytogénétiques, qui sont du coup toutes acquises. Là, pour le coup, ce sont des maladies qui sont acquises. Donc, préciser que c'est acquis. Chromosome Philadelphie sur Cario, oui, vous pouvez rechercher un chromosome Philadelphie. Les mutations, c'est que biomol, PCR, séquençage. Non, pas forcément, parce que ta cytogénétique peut mettre en évidence ce genre de mutation. Mais les mutations, elles ont des répercussions, c'est un peu plus indirect, mais les deux le mettent en évidence. Protéines de fusion, oui. Après, le chromosome Philadelphie est quand même relativement secondaire dans ce genre de pathologie. Donc, ne détaillez pas trop, hein. Si vous voulez, on peut le mettre, mais pareil, ne vous attendez pas là-dessus. Surtout que la question est quand même longue. Le cas n'était pas forcément, court non plus. Donc, voilà, ne pas trop s'étendre dessus. Pareil, apprendre la liste des potentielles mutations qui existent, surtout pas. C'est une perte de temps, on ne nous demandera jamais. Et si d'aventure on devait nous demander, ce serait peut-être 0,5. Donc, pour moi, si vous voulez le faire, allez-y. Alors, apprendre la longue liste de mutations, moi, je ne l'avais pas ouverte, hein. Voilà. Donc, du coup, vu qu'on en a parlé juste après, la biomol, PCR, PCR, RT-PCR, séquençage. Oui, celle-ci est importante, mais là, dans un cas de LAL, c'est plus ou moins pertinent. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, tu peux le mettre, mais pour moi, c'est quand même très secondaire. Et pour moi, c'est pas ce que tu dois, la chose à laquelle tu dois penser en premier lieu, quoi. Tu peux l'écrire, encore une fois, tant que c'est pas faux, tu peux le mettre. Après, c'est à toi de voir le niveau de détail dans lequel tu veux aller et le temps que tu as pour faire tes cas aussi. ADN plastique, screening, région cible, oui. Alors moi, je vous avoue que pour moi, moi, je vais juste écrire mise en évidence des mutations et c'est un intérêt diag et pronostic. Et pronostic, on peut rajouter si tu veux ADN plastique, on peut chercher ce que tu cherches, ce que tu dis, mais région cible. Encore une fois, moi, je pense que c'est un niveau de détail qu'on ne nous demande pas. Alors, moi, j'avais rajouté encore deux trucs. C'est les classifications, parce qu'elles servent au diagnostic. Et elles ont un intérêt quand même plus ou moins de pronostic aussi. Alors, pareil, ne les apprenez surtout pas, mais juste savoir qu'elles existent. La FAB qui est cytologique et les GID qui est morphologique. De poser le diag, elles permettent de poser un minimum de pronostic. Sachez qu'elles existent, vous ne connaissez évidemment pas leurs détails, mais je pense que ça peut être intéressant de les citer. Et alors, en dernier, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Et donc, en dernier, IRM cérébral. Oui, ouais, oui, à cause de l'envahissement, oui, tu peux. Mais enfin, oui, tu peux. Alors, du coup, bilan d'extension, on y arrive. Alors, oui, qu'est-ce que vous mettez dans le bilan d'extension? C'est moi une confonds.
Alors, on est d'accord, bilan d'hémostase. Recherche d'une CIVD. Alors, il est évident que c'est bien plus fréquent avec une lame, mais à partir du moment où on a une thrombopénie, il faut suspecter une CIVD, même si c'est moins présent dans les LAL que dans les lames. Donc, oui, ça, on est d'accord. Donc, recherche d'une CIVD. La ponction lombaire, ça, on est d'accord. Fab et Gilles, en fait, ce sont juste deux classifications. Il y en a une qui se base sur la cytologie et l'autre sur la morphologie. C'est tout. C'est juste des classifications qui permettent à la fois de poser le diag et d'orienter le diag, de poser un facteur pronostic. Encore une fois, je te dis, c'est connaître qu'elles existent, je pense que c'est déjà largement suffisant. On ne te demandera jamais de savoir de quoi elles sont composées et vers quoi elles orientent. C'est vraiment beaucoup trop poussé. Je crois que tu peux les appliquer pour. Alors oui, c'est que pour les lames, mais je me demande si c'est pas applicable pour les lames aussi. Entre examen complémentaire et bilan d'extension, je sais pas trop. Moi, je t'avoue que je l'ai fait ça comme ça parce que dans ma tête, c'était plus clair. Mais enfin, pour le coup, c'est très personnel. C'est juste que je trouve que bilan d'extension, tu regroupes un petit peu tous les trucs que tu peux pas trop détailler parce que c'est dit là, tu vois. Donc moi, je le présente comme ça. Après, encore une fois, faut aussi faire les choses de sorte à ce qu'on soit à l'aise avec ses réponses. Moi, je vous présente la façon dont j'aurais rédigé mon cas, parce que si c'est par bloc et si c'est clair dans ta tête, après, tu as plus de facilité à répondre à ta question. Tu perdras pas et tu ne gagneras pas de points si tu mets dans le bilan d'extension ou dans l'examen complémentaire. C'est eux ce qu'ils veulent, c'est savoir si c'est l'examen que tu fais, pas dans quelle catégorie tu le mets. C'est là pour le coup, moi ça c'était purement personnel. Et je suis à peu près sûr que c'est pas coté. De rien. Bilan préthérapeutique. On aura ta correction de Oui, bien sûr. Donc, la biochimie, parce que qu'est-ce qu'on recherche Qu'est-ce que dans une LAL, en plus, pour le coup, c'était la dernière question du cas, quelque chose qu'on recherche. LDH, oui, entre autres. Qu'est-ce que vous trouvez pertinent de rechercher dans la biochimie dans un cas de LAL? Qu'est-ce qu'on veut savoir il y a des paramètres qu'on va chercher à explorer? La kaliémie, oui, ça en fait partie. Oui, voilà, c'est ça, l'uricémie, syndrome de Lise. C'est exactement ça. En fait, on va rechercher un certain nombre de disques tumorales, donc bilan phosphocalcique, la kaliémie, l'uricémie, donc les LDH, donc ça oui, parce que du coup, le marqueur de souffrance cellulaire, fonction rénale, ça a à la fois un intérêt pour les thérapeutiques et aussi parce que une fonction rénale qui est déjà atteinte, ça favorise un certain nombre de disques tumorales et l'iono en général parce que de toute façon, c'est toujours intéressant de faire un iono. Donc ensuite, oui, on en est d'accord. La compatibilité ABO-RH en cas de transfusion. Alors, deux filles lequel c'est pas faux. Les sérologies. Alors pourquoi les sérologies, ça a deux intérêts. Les deux intérêts, c'est que la première, on va dire, c'est un intérêt étiologique, alors qui est un petit peu secondaire. Mais même si l'apparition des LAL, elle n'est pas forcément connue, il n'y a pas forcément d'étiologie connue chez les patients, on ne va pas pouvoir dire ah oui, il a été exposé à ça. C'est pas comme les lames, vous voyez, où on va pouvoir dire ah oui, il a été exposé par exemple au benzène, etc. Ça a amené à une lame. Les LAL, très souvent, on n'a pas d'explication précise. Par contre, une des hypothèses qui est avancée, c'est une infection à différents virus. Donc, le premier intérêt de la sérologie, c'est celui-là. On va dire c'est une recherche étiologique. Si on voit que il y a un patient qui est infecté par le VIH, les hépatites, CMV, etc.,
Ça peut être étiologique, mais surtout, l'autre point intéressant des sérologies, c'est que dans le cas où le patient a besoin d'une transfusion, s'il supporte très mal l'anémie, etc., du coup, ça veut dire qu'on a un T0 des sérologies, parce que s'il se chope une infection derrière, il faut savoir d'où elle vient. C'est con, mais il faut y penser. Oui, 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 vous aurez le document. Recherche de complications infectieuses, oui. Alors ça, c'est plutôt si tu as un point d'appel, c'est-à-dire que si le patient n'a pas de fièvre et qu'il va bien, bon, on va pas forcément lui faire une hémoculture, mais bon, c'est pas faut de le mettre. Dans la compatibilité, il y a autre chose qu'on peut chercher. C'est le typage HLA. Alors du coup, bilan cardiaque, très bien. Parce que anthracycline. Donc, très bien. Donc, ECG, ETT, je ne sais pas si, enfin, c'est pas mal, ECG. Ça, c'est pas dans le bilan pré-thérapeutique. Si, en quelque sorte, si, mais ça, c'est ce que je te disais, c'est on va pas venir te chercher sur le fait que tu as mis un examen dans la mauvaise catégorie. En fait, si ce qui est coté, c'est ECG. À partir du moment où tu mets ECG, tu auras le point, que ce soit dans le bilan d'extension, dans le bilan complémentaire, dans le bilan pré-thérapeutique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir si tu sais qu'il faut faire ça. C'est tout. Après, ce genre de choses, moi, je sais que j'essayais de les mettre deux fois. C'est-à-dire que, par exemple, non, non, il n'y a pas de souci, hein. C'est-à-dire que, par exemple, si je ne savais pas trop si ça se mettait dans les examens complémentaires ou si ça se mettait dans le traitement, j'essayais de le caler dans les deux questions. C'est ce qu'on nous dit de faire quand il y a des doutes comme ça. Vaut mieux le mettre deux fois et que ça serve qu'une fois plutôt que de le mettre une seule fois et que ce soit dans la mauvaise question. Parce que là, du coup, ben, c'est un peu baisé. Ouais, dosage de bêta-HCG pour protocole de conservation de gamètes. Tu peux, si tu veux. Bon, là, chez un garçon qui a 6 ans, les bêta-HCG, voilà. Mais voilà, donc le bilan d'extension, c'est pareil. Donc la question est déjà très longue. Il y a déjà d'autres examens qu'on a dit en haut qui étaient vraiment indispensables, ceux-là. Donc c'est le vignello, l'immunophénotypage, la cytogénétique, la biologie moléculaire. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut. Si j'avais dû rédiger cette question, par exemple, ça aurait été vraiment en premier ça. Donc ça, vraiment, ça, faut le mettre, faut le mettre en entier. Je pense qu'il y a à peu près tout qui serait coté et c'est du plus, plus, plus. Après ça, je pense que c'est quand même important de ne pas l'oublier non plus parce que c'est quand même vachement important. Et après, le reste, je pense que c'est un peu secondaire. Dans le bilan d'extension, il y a quand même deux, trois trucs qu'il faut pas oublier. Ça va être l'hémostase, la fonction lombaire, c'est important, d'autant plus que là, dans le cas de la fonction lombaire, enfin, dans le cas de notre patient, il avait en plus une dissémination méningée. Alors, attendez, pourquoi faire des examens de compatibilité si on ne fait pas de transfusion? Oui, et puis de toute manière, c'est pas parce que chez ce patient, tu ne vas pas faire une transfusion que dans les examens complémentaires, tu mets pas. Il y a tout un tas d'examens. En fait, en pratique, on fait jamais 72 examens comme on écrit sur les copies de Rungis où on met l'intégralité de ce qui a été dans le DEBOC et dans nos cours. C'est juste que à Rungis, on nous demande. En fait, faut toujours se remettre ça en perspective. C'est à Rungis, on nous demande est-ce que vous savez? Donc, il faut mettre tout ce que tu sais. Pourquoi les examens de compatibilité si on ne fait pas ton film? Comment ça en général? Je pense que j'ai pas compris ta question. Pourquoi dans une LAL, il y a lieu de faire un examen de compatibilité? C'est-à-dire de compatibilité de quoi? Parce que si c'est pour les dans quelqu'un, on peut en avoir besoin. Ben, parce que si le patient, il a une ah ben parce que tu peux faire une transfusion, tu peux faire une transfusion sanguine en fait. Si le patient il a une anémie qu'il supporte extrêmement mal, tu peux faire une transfusion sanguine. Et puis parce qu'après, au-delà de ça, pour le HLA, après tu as un traitement, la greffe de cellules souches hématopoïétique.
Donc, ah d'accord, bon, c'est très bien alors. Ben, donc en fait, il faut un typage complet pour en fait envisager toutes les possibilités. De rien. Voilà, donc moi je pense que là, pour les examens complémentaires, on est quand même très bien. Il y a énormément de choses. Et si ça vous convient, on va passer à la question 4. Si vous avez des questions, vous avez besoin qu'on revienne sur un examen ou quoi que ce soit, vous n'avez pas compris, vous me dites. Alors, les questions de traitement. Les questions de traitement en onco-hémato, je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais je vais vous le répéter. On ne nous demandera jamais de donner un traitement précis, parce que de toute façon, ça ne relève pas de notre compétence, et puis parce que dans les faits, c'est jamais une personne qui va dire on traite comme ça. C'est toujours des réunions qui sont multidisciplinaires, avec plein de professionnels qui vont donner leur avis, faire des recherches, tout ça. Ce qu'on nous demande à Rungis, c'est de connaître les molécules utilisables, et s'il existe des grands protocoles, de les connaître aussi. Donc là, si je vous dis traitement d'une LAL chez un enfant de 6 ans, qu'est-ce que vous auriez dit? Polychimiothérapie. Oui, ça, c'était un mot coté, en effet. Alors, tout ce que vous dites là, c'est très bien, mais essayez d'organiser vos réponses. Moi, j'ai toujours trouvé que les questions de traitement, euh, c'était les questions les plus difficiles parce que il y a énormément de choses à dire, on a énormément de choses qu'on a envie de dire, et du coup, on part dans tous les sens et on oublie des choses si on ne structure pas. Donc, essayez un maximum de structurer vos réponses, surtout pour les traitements. Moi, je sais que c'était les questions qui me posaient le plus de soucis. Quand je voyais les corrections, je me disais, ouais, mais putain, mais tout ça, je le sais, et j'ai oublié ça, 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 ça. Donc, en effet, déjà, de manière générale, on va faire une polychimiothérapie, c'est-à-dire qu'on va envoyer plein de molécules. Traitement symptomatique, ouais, mais alors ça, par contre, à la fin. Dans une question d'onco-hémato, le traitement symptomatique, oui, il faut y penser, mais vraiment, c'est à la fin. Si tu mets ça, mais pas les chimios. Donc, polychimiothérapie. Donc, on a en premier une phase d'induction. Ça, c'est moche. Phase d'induction. Essayez aussi de toujours rajouter les objectifs du traitement. Prise en charge hospitalière, oui, si tu veux, oui. Hospitalisation. En urgence, plus ou moins, hein, mais c'est plutôt par rapport à l'état clinique du patient que vraiment par rapport à la pathologie en elle-même, puisqu'elle ne va pas se traiter en une fois. C'est-à-dire que si le patient est dans un état monstrueux à cause d'une leucostase ou d'une CVD, oui, c'est une urgence. Bon, si tu veux, vu que l'enfant il a des atteintes méningées, on peut dire en urgence, mais c'est à pondérer. Alors, pas forcément, non. Alors en fait, c'est pas forcément. Moi, ça, je le mettrais plutôt dans la phase d'induction. En fait, ce qu'il y a, c'est que donc ouais, j'y arrive. Je pense que tu vas comprendre au fur et à mesure que je vais faire ma voilà. Donc quand vous mettez une question de traitement, essayez de toujours mettre les objectifs qui vont avec. Donc là, exactement, c'est ça. C'est la rémission totale, complète, donc qui est à la fois clinique, hématologique et de la moelle osseuse. Plus, il y a deux choses là dans cette phase-là. Ça va être d'induire une aplasie et cytoréduction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus que les objectifs de la phase d'induction, c'est ça? Voilà. C'est pas très compliqué, mais la prise en charge des leucémies aiguës, il faut que ce soit clair, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est très simple, mais c'est très logique, mais il faut quand même penser à tout. Et donc là, moi, je pense que ce qu'on va nous demander dans une phase d'induction comme ça, c'est juste de donner les différentes molécules utilisables. Donc, citez-moi les molécules que vous pensez qu'on peut utiliser dans une LAL. La Christine, oui. Asparaginase, c'est bien. Prednisone, ouais, des corticoïdes. Cyclophosphamide. L-asparaginase. Alcaloïde de la pervenche.
Des anthracyclines. C'est très bien, vous les connaissez. On est à peu près d'accord sur le fait que c'est à peu près tout et c'est déjà pas mal. Je vous rajoute quand même que dans la phase d'induction, c'est 1 à 2 cures. Ouais, bah alors ça, c'est vraiment en dernière ligne, ne t'embête pas avec. Déjà, si tu connais toutes celles qui sont au-dessus, ça suffit. Donc, ensuite, on peut avoir une phase de consolidation. Alors, ça, pour moi, c'est limite du détail. Je ne suis même pas sûr qu'on me demande d'aller jusque-là dans le détail de la prise en charge d'une leucémie aiguë. Je vous en parle quand même, mais du coup, c'est maintenir la rémission, en gros. Et c'est utilisation de molécules différentes de la phase d'induction. Il ne faut pas sélectionner des mutants résistants. On va dire qu'on met du méthotrexate en intrafécal si envahissement méningé. Alors oui, déjà tu peux le dire de manière générale parce que ça fait partie de la prise en charge et puis surtout là on est dans le cas d'un patient qui a un envahissement méningé. Donc on va mettre du méthotrexate en intrafécal. Ça je vous l'ai mis à part parce que moi je l'ai mis à part dans ma correction, mais bien sûr. Et donc après, en dernier, 6 patients éligibles à la greffe de cellules souches hématopoïétiques, on fait une greffe. C'est pour les patients jeunes, avec un pronostic qui est mauvais, etc. Ne détaillez pas, si on ne vous demande pas, ne détaillez pas, sur la prise de poids, voilà, mais est-ce que vous avez des questions? En dernier, on peut rajouter 4, 6 greffes de cellules souches possibles. Traitement d'entretien. Traitement d'entretien, là, pareil, on ne demandera pas de le connaître. C'est patient dépendant, pathologie dépendante, je l'ai écrit dans la correction, mais je ne l'ai même pas coté. Hein, donc, est-ce que vous avez des questions là sur le début là, du traitement? Si tu veux. Si tu veux. Encore une fois, ça, c'est pas. Il y a des schématiques au niveau des molécules utilisées pour la. Pas vraiment. Il y a pas de protocole, tu vois, comme, je sais pas moi, comme pour le myélome ou le lymphome, etc. Tu as vraiment des protocoles qui sont établis qu'on te demande de connaître. Euh, Si tu tiens un traitement après la greffe, mais ça, c'est vraiment du post-greffe qu'on ne demande pas de donner dans la prise en charge. Hein. Pour moi, c'est du hors programme complet. Hein. On doit parler de l'éventuelle corticorésistance. Oui, si tu veux. Après, encore une fois, ça, c'est des cas avec des résistances particulières qui font qu'il va y avoir une prise en charge adaptée particulière aussi. Tu peux dire recherche une éventuelle corticorésistance, mais pareil, quoi, c'est du détail. Hein. Déjà, si vous êtes au courant qu'il y a plusieurs phases, qu'on peut faire une greffe et que vous connaissez toutes les molécules utilisables, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, ensuite, je vous ai mis une petite question sur les mécanismes d'action. Alors, la question exacte, c'était décrivez brièvement, je crois. On va donner rapidement les mécanismes d'action. En gros, c'est une petite question sur. Non. Enfin, si, en fait, c'est toujours pareil. Si tu peux le mettre en précisant que si c'est dans un cas où il est utilisable, etc., tu peux le mettre. Mais faut pas que ce soit la première chose que tu mets sur ta copie. Faut pas que ce soit ça qui te vienne à l'esprit en premier parce que c'est très secondaire. Tu peux le mettre. Tu peux le mettre. Mais
pas en première intention. Donc, les mécanismes d'action. Ça vous a posé problème, ça, ou pas? Parce que pour le coup, les anticancéreux, c'est pas spécialement difficile, mais dans le deux-box, c'est pas non plus spécialement clair. C'est pour ça que j'ai demandé enfin, déjà parce que le cas était long, c'était pas un cas de médicament. Et voilà, mais est-ce que vous avez des questions de manière générale? On va le faire vite fait, mais je pense que pour le coup, celui qui peut vous intéresser, c'est l'asparaginase. Est-ce que vous savez comment elle fonctionne, l'asparaginase? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle inhibe la synthèse protéique. En fait, c'est une enzyme d'origine bactérienne. Il la synthétise depuis Escherichia coli. Et en fait, elle dégrade l'asparagine, tout simplement, sous son nom d'asparaginase. Inhibition de la synthèse protéique. C'est ça. Je pense que c'est pas mal d'avoir une petite idée parce que comme ça fait partie des molécules un petit peu spécifiques de cette pathologie et qu'on la voit jamais en dehors de ça, d'avoir une petite idée de comment elle fonctionne, je pense que ça fait de mal à personne. Ouais, c'est exactement ça, hydrolyse d'asparagine, très bien. C'est très bien. Donc les corticoïdes, c'est pour là leur intérêt, c'est l'effet immunosuppresseur. Corticoïdes. Donc, effet immunosuppresseur, la politique. Ça, là pour le coup, quand je dis rapidement, c'était vraiment, je ne demande pas de dire que induit la synthèse de machin, c'était vraiment leur intérêt ici, c'est d'être immunosuppresseur. L'alcaloïde de la pervenche, est-ce que vous savez comment il fonctionne? Très bien, ça c'est très bien comme mot-clé, posons du fuseau en premier, antimitotique en deuxième. Très bien, très bien. Très bien ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Et l'anthracycline. Comment elles fonctionnent les anthracyclines? Ouais, agent intercalant. Ouais. Alors là, il te manque un mot-clé qui est quand même important. Pourquoi est-ce qu'ils sont intercalants? Parce qu'ils ont une structure plane. Ouais. Et après, pour le coup, voilà, inhibition des topoisomérases, radicaux libres, et du coup, inhibition de la réplication de l'ADN. Pour moi, c'est enfin, comme je vous ai demandé un truc rapide, pour moi, ça, c'était tout ce que je demandais. Qu'est-ce que j'ai oublié comme molécule? Cyclophosphamide, comment il fonctionne? Ouais, c'est un agent alkylant, très bien. Oxazophosphorine. Oui, là, moi, je t'avoue que je ne le mettrai pas parce qu'on me demandait le mécanisme d'action pharmaco rapide. Ce serait pas faux de le mettre. Dans le doute, mets-le. Si on te pose cette question-là, dans le doute, mets-le. Moi, je ne l'ai pas coté, mais dans le doute, mets-le. Ouais, voilà. Lié- ah, Liaison.
et cytotox. Pareil, pareil. Moi, ça, je ne l'ai pas coté parce que je vous demandais juste le côté pharmaco, mais en soi, moi, à votre place, je l'aurais écrit aussi. Enfin, si tu m'étais fait à ma copie, je l'aurais écrit aussi. Donc oui, mettez-le. Pas indépendant, oui, si tu veux. Bon, ça va, vous les connaissez bien, vos anticancéreux? Euh, oui. Ouais, alors après, ne partez pas dans les effets indésirables non plus, hein, quand on vous demande hein, bon, c'était juste le mécanisme d'action global, hein, vraiment très rapide. Vu le nombre de molécules, il ne fallait pas trop s'étendre. Mais c'est bien, tout ce que vous dites, c'est vrai, et c'est bien. Vous les connaissez bien, vos médocs. Ok. Alors, est-ce que les traitements associatifs, c'est Alors, j'ai envie de te dire oui et non. C'est-à-dire que si tu as le temps, oui, mais il ne faut pas que ce soit en priorité parce que je ne pense pas que ce soit ce qu'on te demande. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu as le temps, parce que tu as plein d'autres à dire sur tes autres questions, de tes autres cas, tu peux aller le spécifier, tu peux le mettre. Il faut gratter un maximum de points, pas en première réponse, quoi. Après, traitement symptomatique, vous mettez des trucs vraiment basiques, transfusion si anémie très mal supportée, très mal tolérée, antiémétique. C'est des trucs pour le coup, ça c'est même pas sûr que ce soit coté en fait. Enfin, faut toujours le mettre. Moi, je le mettais toujours, mais je suis pas sûr que ça m'ait rapporté dans mon point le jour J. Oui, antalgique. Je pense pas. Est-ce que vous rajouteriez des trucs dans le traitement symptômes? Alors ça, étant donné que c'était le sujet de la question 5, je t'avoue que moi, je n'ai rien écrit. Bah, les greffes du CSH, on les a mis plus haut, hein. Elles sont là. Puis c'est pas un traitement symptomatique pour le coup, c'est un traitement curatif. Et ouais, le syndrome de Lys, du coup, moi, j'en parlais pas ici puisque c'était, oui, si syndrome hémorragique plutôt, si clinique hémorragique, si tableau hémorragique. Donc, si ça va pour vous, on va passer à la question 5. Alors ça, c'était une petite question complémentaire parce que je voulais vous rajouter un petit truc. Est-ce qu'elle vous a posé des problèmes, cette question? Je voulais poser parce que comme ils font de plus en plus de cas un peu atypiques, avec de plus en plus de cas où il y a des complications qu'on n'a pas vu venir, bon, le Richter, quoi, je me dis, bon, pourquoi pas ça, quoi. Pas le temps perso. Donc, bon, écoutez, bon, c'est pas grave si vous n'avez pas eu le temps, on va le voir ensemble. Donc, le syndrome de Lys tumorale. Si vous deviez le définir, qu'est-ce que ce serait? Lys cellulaire, oui. Alors ça, c'est vrai. Mais oui, une apoptose excessive, oui, si on veut. Oui, alors voilà, c'est ça, c'est que oui, voilà, c'est plutôt ça. C'est la libération du contenu intracellulaire. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une ligne cellulaire qui va relarguer ce qu'il y avait dedans. Et du coup, pourquoi est-ce que d'un coup, ça apparaît? C'est secondaire à la chimiothérapie.
Et en fait, ça, c'est un peu un souci parce que on traite le patient, mais du coup, on lui fait une sale complication quand même. Donc, c'est ça en fait, hein, ça, pour le coup, ce que vous avez donné, c'est la définition du DEBOC. Donc, c'est le relargage de produits de dégradation cellulaire lors de la lyse des cellules tumorales. Souvent secondaire à la chimiothérapie. Pas forcément, c'est pas forcément lié à la chimiothérapie, mais c'est pas aussi dû à l'infiltration des blastes au niveau tissulaire. Non, pas vraiment. Ou alors, si c'est le cas, c'est vraiment très secondaire. C'est vraiment parce que tu as tous tes blastes qui éclatent d'un coup, en fait. Donc, la biologie, parce que du coup, je vous demandais la présentation biologique. Du coup, point sur ça avant. L'intérêt de faire un bilan rénal pré-thérapeutique, il est aussi là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, vous allez avoir donc un relargage massif du contenu de vos cellules et que du coup, vous allez avoir un relargage de potassium. Donc, vous allez avoir une hypercalémie, une hyperphosphatémie, puisque ce sont des ions qui sont fortement concentrés au niveau intracellulaire. Hyperphosphatémie, une hyperglycémie, hyperglycémie, une augmentation de LDH. L'augmentation de LDH, elle est aspécifique, c'est un marqueur de souffrance cellulaire. Donc ça, c'est juste, c'est absolument pas spécifique, mais ça confirme, on va dire. Il y a une hypocalcémie parce qu'en fait, il se complexe au phosphate et du coup, il précipite, il n'est pas doseur. Mais c'est aussi quand même dû au relargage intracellulaire. Ce qui se passe, en fait, c'est que du coup, là, vous allez avoir donc relargage de tout ça. Et les phosphates, en fait, au niveau du rein, réexplique le calcium. En fait, quand il y a relargage de tout ça, le calcium va spontanément se complexer au phosphate. Donc, calcium-phosphate, ça se complexe. Et du coup, ça fait que le calcium n'est pas dosable. Et comme il y a beaucoup plus de phosphate que de calcium, il y a un petit peu de phosphate qui est précipité avec, mais ça ne change rien. On a quand même une hyperphosphatémie et une hypocalcémie due à la précipitation. De rien. C'est pour ça, en fait, parce que du coup, c'est qu'on se dit, ouais, mais il y a tout qui augmente parce qu'il y a tout qui éclate. Alors pourquoi le calcium il diminue? En fait, il augmente aussi, c'est-à-dire il est aussi relargué, mais du coup, il n'est pas dosé. Et donc, oui, en fait, au niveau du rein, tout ça, ça va mener en fait à une insuffisance rénale fonctionnelle. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait un bilan rénal en pré-thérapeutique, parce que si le patient a déjà une atteinte rénale avant le traitement et que par-dessus, il y a un syndrome de Lise, là, pour le coup, on lui fait un dossier. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire l'acide urique, on ne s'explique pas. Si, il peut. Enfin, c'est deux choses différentes parce que du coup, le problème de l'acide urique qui est, c'est que lui, après, il peut faire des gouttes, etc. C'est le même mécanisme que n'importe quel autre hyperglycémie. Après, il ne précipite pas vraiment, il peut former les cristaux, mais c'est pas vraiment une précipitation, on va dire. Les complications qui sont secondaires à l'hyperglycémie, c'est le chapitre de pioche de l'hyperglycémie. Hein. Là, pour le coup, il n'y a rien de spécifique après. Et c'est pour ça que du coup, dans le traitement, on donne rasburicase et allopurinol en charge de l'hyperglycémie, du coup. C'est possible. Alors franchement, je vais être parfaitement honnête avec toi. Moi, la goutte, là, ça fait à peu près 9 mois que je ne l'ai pas rouverte. Autant les matos, ça va, autant la goutte, vous êtes plus calé que moi sur certains sujets. Hein. J'ai vu que ce stade, non, celui-là, il est pas indiqué. J'ai un petit peu regardé dans le livre, on nous dit rasburicase allopurinol. J'avais un petit peu regardé sur Internet la prise en charge un petit peu plus détaillée. Il y en a qui indiquent même que le rasburicase. Et oui, alors voilà, donc on est d'accord, hyperhydratation. Hyperhydratation, pourquoi? Parce que pour favoriser, déjà pour limiter les complications de l'IRAF et pour éliminer au maximum le surplus de tout ce qu'on a là-haut, quoi. Et vraiment, dans les cas graves, j'arrive pas à écrire, grave, dans les cas sévères, on peut envisager une hémodialyse. Mais ça, c'est vraiment
Oui, voilà, alors ça aussi. Plutôt les diurétiques de Lens. Plus les diurétiques de Lens, parce que si tu as une insuffisance rénale qui est associée, tu sais que ceux qui sont indiqués, c'est pas le thiazidique, c'est les diurétiques de Lens. Donc voilà, mais on peut mettre des diurétiques pour stimuler le. On peut. Et donc du coup, voilà, franchement, moi dans ma correction, c'est tout ce que j'ai mis sur le syndrome de Lise. C'était pour vous faire une petite question un peu compliquée à la fin sur une complication et voilà. Est-ce que vous avez des questions? On avait combien de temps pour cette colle? J'avais laissé 40 minutes. Un quart, un gis, c'est 36 minutes à peu près. Ce qui fait 2 heures divisé par 5, ça fait 36 minutes à peu près. Donc, j'avais laissé 40, histoire de. C'est possible que le cas était un petit peu trop long. Hein. Où est-ce qu'on trouve le cas et la Je ne les ai pas encore envoyés, je les publierai après. Oui. Alors, attends. Bon, si vous avez, si vous avez, alors, du coup, je clique, bon, bah, si vous avez trouvé ça utile, c'est parfait. Je suis très content. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Bon, bah, du coup, ah oui, une photo du chat. Attendez, il faut que je trouve ça. Eh oui, mais je. Alors, attendez, du coup. Le chat, si vous le voulez, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là, le chat. Oui, il est gentil en plus. Bon, bah alors du coup, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Alors, attendez, le Discord, faut que je trouve le lien, mais alors, moi, je ne suis pas doué. Comment je. Alors, attendez. Inviter des gens. Copier le lien. Voilà. Je t'envoie le lien. J'envoie le lien du Discord ici. Il est là pour ceux qui veulent rejoindre. Voilà. Bon, bah du coup, sur ce, si plus personne n'a de questions, je vais vous souhaiter une bonne journée. Un bon courage. La correction, je vous la publie dans la journée, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, si vous avez des questions sur la colle, vous m'envoyez des messages. Et puis, bah, tenez bon, c'est bientôt fini, mais il faut tenir. Bon courage!